Je voudrais donc remercier l'auteur de m'avoir choisi pour cet exercice qui est tout plaisir pour moi. J'aurais aimé faire ma présentation en mandingue, mais je vais le faire en sérère, comme ça tout le monde comprendra. En tout cas, je considère que c'est une des plus belles langues du monde. Et la musique et les artistes mandingues, non pas parmi les meilleurs, mais vraiment les meilleurs du monde. Cela est attesté, si on remonte un peu l'histoire, lorsqu'alors le président Léopold Sédar Senghor organisa avec beaucoup d'intellectuels la grande rencontre sur le Gabou, qui avait fortement impliqué également le Pakao et toute la Casamance et le Sine et le Saloum, puisqu'ils sont liés, Senghor aurait dit, ils sont liés par le nombril. C'est maternel. C'est le matrilignage. On a évoqué tout à l'heure les foulées. On aurait pu aussi évoquer l'éléphant de Missel, Meissawali, qui est venu de là-bas. Et tous ceux qui ont peuplé et continuent de travailler dans le domaine de l'islam au pays des Saloum Saloum. J'ai vu tout à l'heure le professeur Dramé, qui vient de Passy, et qui est un érudit également formé à cette école-là, celle qui nous vaut notre rencontre d'aujourd'hui. De vous inviter à entrer dans l'ouvrage et à le découvrir chacun individuellement. Parce que chaque lecteur est un nouvel auteur. Il recrée le livre à sa manière. Il le réécrit en fonction de ce qu'il sait, en fonction de ce qu'il est, comme les éducateurs. Comment présenter en quelques minutes un tel ouvrage? Un ouvrage si dense. Je vais, comme le font les petits sévères, prendre des raccourcis. Je vais prendre des chemins de traverse. Comme du reste savaient si bien le faire les pionniers, fondateurs de royaumes comme le Pakao. Alors, forêt dense traversée de cours d'eau, terre de luxuriance où la nature, en plus d'être nourricière à profusion, était aussi un défi pour les hommes et pour les femmes que le destin a installé là, au bout de périples qui remontent à la nuit des temps. J'aime à interroger le passé de ce Pakao, depuis que j'ai vu ce Pakao des saints et des lettrés, pratiquant rigoureux d'un islam comme cette partie de notre continent l'a adopté, comme cette partie de notre continent l'a adapté, sans jamais en altérer ni le sens, ni la portée. Or donc, pour parler comme Senghor, or donc, je m'en vais inscrire mon propos dans un genre ancien. Un genre ancien et permanent. Ce genre, c'est le conte. J'aurais pu commencer mon propos en disant « Il était une fois le Pakao ». Il était une fois le Pakao. Et terminer mon récit par « Celui qui aura reniflé ira au paradis ». On va peut-être terminer pour ça tout à l'heure. Mais ici, cet ouvrage se lit comme un conte, parce qu'en réalité, c'est quelque part un conte. S'il se lit comme un conte, il n'en est pas pourtant une œuvre de fiction. Ce n'est pas une œuvre de fiction. Ce n'est pas un roman. Au contraire, il est un essai
Et l'auteur lui-même dit dans l'avant-propos que ce livre relate des faits d'ordre héroïque, comique et de courage. C'est une œuvre de chercheur, on a dit 30 ans de recherche. Une œuvre de chercheur en traditions orales, c'est-à-dire cette culture, ce patrimoine que nous devons nécessairement conserver pour nous-mêmes et pour l'avenir. Aucune des informations contenues dans l'ouvrage n'est une information propre à l'auteur. C'est tiré de sources, dit-il, c'est tiré de témoins fiables. Ce sont des enquêtes sur le terrain. On l'a dit tout à l'heure, le présentateur l'a dit tout à l'heure, par des voies multiples qui ont permis de sillonner le pays du Pakao. Ce sont des récits oraux recueillis auprès des sachants. C'est un parcours, un peu à l'image du parcours initiatique, parcours de l'auteur dans le Pakao profond. D'où, lorsqu'on lit le livre, le détail, la précision, la minutie que l'auteur met à nous dire les choses. Le livre s'intitule « Pakao d'autrefois, son histoire et sa culture ». Il est donc ici fondamentalement question de patrimoine. Ce patrimoine est lisible dans l'histoire qu'il faut s'approprier. Il est aussi lisible dans tous les faits de culture, mais la culture ici, il faut la comprendre comme un contexte. C'est un contexte, mais c'est une culture dynamique. Dans l'esprit de l'auteur, il n'est pas simplement question de faire une photographie du Pakao, il s'agit aussi que cette photographie inspire des comportements et des actions, à l'image de ceux qui en ont été les auteurs. Et c'est quoi ce Pakao? Le cadre en géographie en est délimité, déjà par l'iconographie, mais également par les parcours multiples auxquels l'auteur nous convie tout au long de la lecture de ce livre. Les contours de ce Pakao, ce sont le Kalunai, le Balantakunda, le Kabada, c'est Kolda, c'est Birasu, c'est tout ce qui constitue une lisière et qui permet de ne pas aller au-delà. Mais vous savez que les lisières dans ce pays-là et dans cette Casamance et dans ce Sédhiou et dans ce Pakao ne sont pas fermées, ce sont des portes, ce ne sont pas des portes, ce ne sont pas des murs, ce sont des portes ouvertes. Toutes les communautés que l'histoire de ce récit nous donne, les Baïnouk, premiers occupants, les Mandingues, les Balantes, bien entendu, les Diola, les Peuls et les Mandjak, et maintenant, depuis bien des années d'ailleurs, les Sérères, les Wolofs et autres. J'ai dit l'intime lien qu'il y a. En remontant, Malamine, j'ai vu Malamine pour moi tout à l'heure ici, il aurait pu le dire, voilà. Nous évoquer toutes les questions liées à ces peuplements et qui nous permettent de remonter très très loin dans l'histoire et de voir comment c'est sédimenté. Il y avait sédimenté, c'est le mot, ces populations qui ont construit un groupe lequel a résisté à tout, mais sans jamais perdre son âme. Et c'est une force que ce livre nous reprend, si on sait le lire entre les lignes. Kao s'appelait Kandesa, sous le règne des Baïnouk. Des Baïnouk, c'est bien cela. Cette structuration en cadre géographique, historique et humain nous amène à bien saisir maintenant ce que j'appelais au-delà du conte une épopée, l'épopée d'un peuple. Épopée longue, épopée vaillante, épopée glorieuse, constitutive d'un ensemble de comportements qui sont les us et coutumes, les valeurs de civilisation, les valeurs culturelles. La geste des héros, je ne dis pas le geste,
Je parle de l'art de geste. C'est-à-dire des faits héroïques, des faits de guerre, des faits de combat, où la valeur de la force et de l'intelligence permettent de venir à bout de l'adversaire, qui est resté un adversaire, parce qu'après, il faut construire la communauté. La geste des héros, convertie dans une bataille saine, dans une bataille sainte, qui est la djihad, depuis Ibrahima Kebateba, dit Diabateba, puis l'Almami Fodomoro Swane, et tous ceux qui ont suivi, qui après avoir pris fait une connaissance très forte de ce que dit l'islam, ce que dit la religion, se sont engagés pour, je ne dirais pas pacifier comme disaient les colons, mais construire une cité dans laquelle on exerce sa foi en dignité, en grandeur et au bénéfice des populations. L'ouvrage, ce n'est pas seulement l'histoire, heureusement. L'histoire est fondamentale parce qu'elle nous permet de savoir qui nous sommes, d'où nous venons. On peut la remonter le plus loin possible, je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'en ai discuté avec la famille de Swane quand ils sont passés dans mon bureau. Ce qui me frappe dans le Pakao, ce qui me frappe dans cette région de Sédhiou, c'est qu'à y réfléchir profondément, on va un peu plus loin, je crois, mais je le dis humblement, que les réflexions qui sont consignées dans les ouvrages tels que les ouvrages de Cheikh Anta Diop, que nous aimons, que nous adorons, qui est notre maître. Mais si vous allez au Pakao, que vous sachiez l'histoire de l'islam au 11e, 12e, 13e siècle, ça fait très longtemps ça. Ça fait 9, 10 siècles que l'islam est là-bas. Qui n'est pas passé par le nord, c'est pas possible. Qui est passé par l'est, par l'ouest et par le sud. Et qui a conquis un peuple dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de goudronné, il n'y avait pas de téléphone mobile. Il n'y avait rien de tout cela. Mais il y avait des foyers ardents dans le Pakao, bien avant le centre du Sénégal, bien avant le nord du Sénégal, et qui doit nous aider, si on y réfléchit, à repenser non seulement les peuplements, mais la constitution de notre mode de pensée et de nos religions. Je dis donc, il n'y a pas que l'histoire dans ce livre. Il y a aussi les us et coutumes, les rites, à titre d'exemple, l'initiation, la circoncision. J'ai particulièrement été sensible au mode de mariage et aux différents types de mariage que l'auteur dégage dans ce livre. Je pense également à toutes ces pratiques qui sont un déploiement de la parenté plaisante. Je pense à l'activité économique, notamment la riziculture. Je pense aux jeux des enfants, aux jeux que l'on joue pour s'épanouir, pour s'exprimer et être. Je pense aux fêtes, comme la fête du Kafou Tabira, la fête du village.